Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous vous proposons de revisionner l'interview de Manuel Valente, directeur scientifique chez CoinHouse, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine la semaine dernière. Manuel Valente qui revenait notamment sur The Merge, cette grande actualité dans le monde des crypto-monnaies, la blockchain Ethereum, qui va donc passer d'un fonctionnement de Proof of Work à un fonctionnement de Proof of Stake. On écoute ensemble Manuel Valente. Alors déjà, on connaît plus ou moins déjà la date. D'accord. Ce sera le 15 septembre. On n'a pas encore l'heure exacte parce que ça dépend du fonctionnement de la blockchain elle-même. Mais en gros, ce sera le 15 septembre. Alors, qu'est-ce que ça change ? L'idée, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Ethereum fonctionnait avec un système de vérification des transactions. Bien sûr. Qui était basé sur ce qu'on appelle la preuve de travail. La preuve de travail, ça utilise des machines qui sont toutes en réseau et qui consomment beaucoup d'électricité pour pouvoir vérifier des transactions. Et là, le passage d'enjeu, ça va être, on met tout ça à la poubelle. Et on va vérifier les transactions autrement. D'accord. Bien entendu, on espère que la sécurité de la blockchain sera préservée intégralement. L'avantage global de ce changement, c'est que on va consommer 99% d'énergie en moins sur la blockchain Ethereum. Et on sait tous que, à l'heure actuelle, c'est des sujets qui sont particulièrement importants. Oui, parce que justement, les blockchains, et notamment la blockchain Bitcoin ont été attaquées sur le fait qu'elles étaient très consommatrices d'énergie. Et en plus, quand on commençait à regarder d'où venait l'énergie en question, on pouvait se rendre compte que ces blockchains très consommatrices d'énergie pouvaient en plus utiliser des énergies fossiles, ce qui a contribué aux attaques qu'on a pu lire sur le sujet. Là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui était attaqué et ce qui est consommateur d'énergie, c'est le minage. Donc le minage qui dépend de la proof of work, puisque comme son nom l'indique, pour valider une transaction, il faut qu'il y ait du travail, du calcul, beaucoup de calcul. Là, on passerait sur un fonctionnement différent pour valider une transaction. Mais alors, qu'est-ce qui changerait dans la proof of stake ? Alors, le changement global, c'est que au lieu d'avoir des ordinateurs qui sont tous en concurrence, ils sont tous en concurrence pour trouver la solution à un problème informatique. Et le premier qui réussit à trouver la solution, à gagner et à valider toutes les transactions qui étaient en attente. Donc les mineurs sont en concurrence en fait. À chaque fois, il y a une sorte d'énigme qui est donnée et c'est le premier mineur qui trouve. C'est ça. D'accord. Donc on a 50 machines, voire des milliers de machines qui peuvent tourner en même temps jusqu'à ce qu'il y en ait un qui trouve et qui valide la transaction. C'est ça. Et à l'heure actuelle, c'est même des hangars remplis de machines du sol au plafond qui donc évidemment consomment beaucoup d'énergie. Là, l'idée, c'est de dire, au lieu de faire ça, on va nommer des validateurs. Et chaque validateur va pouvoir, à tour de rôle, confirmer des transactions et vérifier qu'elles sont correctes avant de les rentrer sur la blockchain. Alors, on ne le fait pas gratuitement. Les validateurs seront également rémunérés. Mais par contre, ils consommeront beaucoup, beaucoup moins d'électricité puisque même avec un simple ordinateur, ça suffit pour être validateur. Donc, en fait, si je comprends bien, on ne change pas fondamentalement le mécanisme de validation. On évite juste qu'il y ait 50 000 validations en même temps pour une transaction, c'est ça ? C'est ça. Donc, au lieu de les mettre tous en concurrence, on en choisit un et c'est tout le monde à tour de rôle qui valide les transactions. Et alors, la question que beaucoup peuvent se poser, c'est qu'à partir du moment où on passe sur un fonctionnement de proof of stake, qu'est-ce qui me prouve que la personne qui va valider les transactions est digne de confiance, entre guillemets ? Alors, c'est une bonne question. L'idée, c'est que tous les validateurs, ils doivent mettre en enjeu, c'est-à-dire sous séquestre, des montants en Ethereum et ces montants peuvent leur être pris si jamais ils ont validé des transactions illégales. D'accord. Oui. Et c'est un dépôt de garantie quelque part et si jamais je ne respecte pas le contrat moral que j'ai passé, je perds mon argent, c'est ça ? Vous êtes puni globalement par l'ensemble des autres acteurs et c'est même pire que ça parce que si je vous dénonce pour avoir validé des transactions illégales, je suis capable de récupérer une partie de vos fonds. D'accord, ok. Donc, encore faut-il, j'imagine qu'il y ait des preuves à un moment. Bien sûr. Oui, c'est ça. Donc il y a une vérification constante à travers l'ensemble des acteurs pour que on n'ait pas la possibilité de rentrer des transactions illégales, tout en ayant le même niveau de sécurité et en consommant beaucoup moins d'électricité. Donc tout le monde y gagne. Le problème fondamental jusqu'à aujourd'hui, c'est est-ce que ça va bien se passer ? Oui, c'est ça. Alors, juste pour préciser pour les gens qui nous écoutent, on ne va pas modifier la blockchain Ethereum. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle The Merge. On va effectuer une fusion entre une blockchain test, entre guillemets, sur la Proof of Stake qui existait déjà, qui s'appelle Bitcoin Chain, et on va fusionner les deux blockchains. C'est bien ça ? C'est ça. En fait, on peut considérer qu'on va mettre à jour le logiciel qui fait fonctionner ce qu'on appelle les nœuds Ethereum. D'accord. Et bien entendu, lorsque vous faites des mises à jour de logiciels,
Ça peut toujours, il y a toujours une probabilité pour que ça se passe mal. Donc ça fait des mois et des mois que les développeurs Ethereum travaillent sur la question. Ils sont globalement presque sûrs et certains que tout va bien se passer, mais on peut jamais exclure le danger qu'il y ait un bug et que ça se passe mal. Donc vous avez aujourd'hui l'ensemble de toute la communauté crypto qui est en attente et qui regarde avec beaucoup d'attention l'évolution pour voir si ça va bien se passer. Quel impact pour ceux qui posséderaient des Ethers dans leur portefeuille d'une fusion qui se passerait mal ? Alors, la plupart des plateformes, et notamment CoinHouse, vont arrêter les transactions sur quelques heures autour du merge pour voir si ça va bien se passer. D'accord, pour éviter les éventuelles conséquences ou bugs, ou d'accord, oui, je comprends. Exactement. Et lorsqu'on constatera que les choses se sont bien déroulées, on repartira tranquillement. L'autre conséquence, c'est que vous avez un certain nombre d'acteurs, et puis on le sait, les mineurs, oui. Eux, ils vont se retrouver avec des machines dont ils ne vont plus trop savoir que faire. D'accord. Et donc, il y a une tentative à l'heure actuelle par les mineurs de créer une copie de la blockchain Ethereum qui continuera à fonctionner en preuve de travail. Oui, parce que en fait, quand on parle de hangar, de serveurs ou autre, c'était parce que plus on avait de serveurs, plus on était capable potentiellement de gagner cette compétition en amont quand on était sur une proof of work, c'est ça ? Exactement. D'accord, donc là, on va se retrouver avec des serveurs qui ne vont plus servir à rien pour la validation sur Ethereum, mais après, peut-être sur d'autres blockchains, ça fonctionnera toujours. Donc en gros, ils ont le choix soit de vendre leur matériel éventuellement, soit de se reporter sur d'autres blockchains qui fonctionnent encore en preuve de travail, soit de tenter, et certains sont en train de le faire, de tenter de créer une nouvelle version d'Ethereum qui continuera à fonctionner en preuve de travail. Alors pour conclure sur The Merge, et ça va nous permettre de faire une transition avec le cours des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin actuellement, est-ce que le fait que maintenant une blockchain soit consommatrice, beaucoup moins consommatrice d'énergie pour fonctionner, va permettre potentiellement à Ethereum de passer devant Bitcoin, qui est la blockchain, la mère des blockchains et la blockchain des blockchains ? À l'heure actuelle, Bitcoin, ça représente encore 40% de la capitalisation totale du marché des cryptoactifs. Ethereum, ça représente 20%. Donc il y a encore pas mal de marge. Bien sûr, oui. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez pas mal d'entreprises, et notamment beaucoup d'entreprises, des gros acteurs, qui ont toujours refusé de commencer à utiliser Ethereum, notamment à cause des problématiques type ESG et à cause de la consommation électrique d'Ethereum. Et là, ça pourrait... Qui n'est pas l'apanage d'Ethereum, hein, ça concerne d'autres blockchains, mais c'était un frein sur Ethereum particulièrement. C'était clairement un frein sur Ethereum, et on voyait certains acteurs qui se détournaient d'Ethereum pour aller sur d'autres blockchains qui, elles, sont déjà en preuve d'enjeu. D'accord. Et du coup, ça pourrait donner envie à un certain nombre d'acteurs d'aller sur Ethereum, de lui donner beaucoup plus d'assises, et du coup, potentiellement, à moyen long terme, que Ethereum puisse passer devant Bitcoin. Vous avez raison. Bon, pour autant, aujourd'hui, le cours du Bitcoin, qui a largement perdu par rapport à il y a quelques mois, est aux alentours de 20 000 $. Le cours de l'Ether est aux alentours de quoi, 1 500, 1 600 $. Je ne donne pas de chiffre exact parce qu'effectivement, ça évolue assez vite, même pendant la discussion. Pour autant, on a vu les derniers mois assez turbulents sur les marchés crypto. On s'est demandé à un moment s'il n'y avait pas une crise de confiance, puisqu'en fait, un certain nombre d'acteurs n'étaient même plus capables de rembourser les personnes qui avaient investi chez eux. On a vu des promesses en matière de stablecoin ne pas être tenues et rajouter à cette crise de confiance, même si quand on regardait dans le détail, effectivement, on se rendait compte qu'il y avait plusieurs types de stablecoins, des stablecoins algorithmiques ou autres, il fallait faire encore plus de pédagogie. Est-ce que cet été a permis de prendre un peu de recul aux investisseurs, selon vous, peut-être d'assainir un petit peu le marché, ou à quoi est-ce qu'on peut s'attendre actuellement ? On a un Bitcoin qui est retombé rapidement sous les 20 000 $, qui aujourd'hui est un petit peu au-dessus. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce mois de septembre ? Je dirais que l'été a été une période de pause. On a vraiment constaté à partir de fin juin une baisse assez forte des volumes sur les marchés. D'accord. On a constaté pendant l'été une hausse, notamment d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Et c'est très probablement à cause de l'actualité autour de The Merge. Mais là, avec la rentrée, on pourrait s'attendre à ce que les volumes déjà, ils vont probablement repartir fortement à la hausse. Et on a déjà vu des coups de semonce sur l'ensemble des courses qui pourraient indiquer qu'on n'est pas forcément arrivé au plus bas de ce marché. D'accord. Donc on pourrait avoir effectivement d'autres coups de semonce qui viendraient d'où, du coup ? Alors fondamentalement, ce qu'on a pu constater, c'est que depuis 2020-2021, on a les institutionnels qui sont arrivés massivement sur le marché.
Or, avec notamment la remontée des taux d'intérêt, les institutionnels vont avoir tendance à se dégager des marchés qui sont les plus risqués, notamment des marchés crypto. D'accord. Donc, nous, on pense que la baisse qui a été engagée à partir du mois de novembre 2021 est notamment due à ces institutionnels qui font face à une raréfaction des liquidités sur les marchés. Et donc, potentiellement, on n'aurait pas encore touché le plus bas, même si des volumes pourraient revenir compenser un petit peu cet effet sur les marchés d'ici la fin d'année. Enfin, sur les marchés crypto d'ici la fin de l'année. Exactement. Et si The Merge se passe correctement, et si on repart sur une optique globalement optimiste sur l'ensemble du marché, là, on pourrait voir un retour, une embellie sur le marché crypto. Voilà, c'était Manuel Valente qui était en plateau sur le plateau de Smart Patrimoine donc la semaine dernière. Manuel Valente qui est directeur scientifique chez CoinHouse. Il décryptait donc les actualités et les enjeux crypto de la rentrée avec en premier lieu The Merge évidemment. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.